à toutes et à tous, hi guys, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. J'ai choisi de présenter pour vous dans cette vidéo un grand auteur en management, plus précisément en sociologie des organisations. Notre auteur est un sociologue français de renom. Il est connu pour ses travaux sur la théorie des organisations et la bureaucratie, plus spécifiquement l'administration française. Son ouvrage le plus célèbre est intitulé « Le phénomène bureaucratique », publié en 1964. Alors, il était invité par la Fondation Ford au Center for Advanced Studies in Behavioral Sciences à Palo Alto, en Californie, en 1959. Et là, il commence la réflexion qui va le conduire à la rédaction, d'abord en anglais puis en français, sous forme de thèse d'État, son ouvrage « Le phénomène bureaucratique ». Dans cet ouvrage, il critique le modèle bureaucratique en soulignant que les individus cherchent à accroître leur pouvoir en utilisant les incertitudes du système à leur avantage. Cela aboutit à ce qu'il appelle le cercle vicieux bureaucratique, où les réformes sont bloquées par des comportements conservateurs. Un autre ouvrage intitulé « La société bloquée », publié en 1970. Dans cet ouvrage, il va élargir son analyse aux structures politiques et sociales françaises, expliquant l'incapacité de la France à se réformer par la centralisation excessive et l'immobilisme de ses élites. Les chercheurs en management le connaissent surtout pour son ouvrage « L'acteur et le système » en collaboration avec Erhard Friedberg. D'ailleurs, son ouvrage « Le phénomène bureaucratique » esquisse les fondements de ce qui deviendra l'analyse stratégique des organisations. Alors, mes chers abonnés, l'avez-vous deviné? Bravo! C'est bien Michel Crozier. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science, la biographie de Crozier et la genèse de son œuvre. Alors, Michel Crozier a fait des études à l'école des hautes études commerciales, à HEC, à l'université de Harvard. Il devient ensuite chercheur du CNRS et fonde en 1960 le Centre de sociologie des organisations, le CESO, où il va développer l'essentiel de ses recherches. Pendant 14 mois, où il a sillonné les États-Unis, rencontrant des syndicalistes de tous bords qu'il interviewait pour comprendre le fonctionnement, le rôle des syndicats américains. Ce séjour lui a permis de s'approcher de la société américaine alors, ce qui lui donne goût à l'enquête et la recherche du terrain. Il a mené plusieurs recherches-actions sur les chèques postaux, les résultats de l'étude publiés aux éditions du CNRS, sous le titre « Petit fonctionnaire au travail », le font connaître du milieu des sociologues du travail, réunis autour de George Friedman. Il a aussi mené des enquêtes dans le secteur financier, banque, compagnie assurance, ainsi que dans le secteur manufacturier de tabac, avec l'exemple de la société Seita. Il a reçu plusieurs distinctions pour ses travaux, notamment le titre de commandeur de la Légion d'honneur. Crozier a influencé plusieurs générations de chercheurs, de décideurs, en remettant en question les visions classiques du fonctionnement des institutions et en proposant une approche plus pragmatique, plus humaine de l'organisation et plus proche de la réalité aussi. C'est exactement ce qui se passe dans les organisations, les jeux de pouvoir et les groupes informels, et comment les acteurs manipulent et exploitent la zone d'incertitude pour se rendre
pour se rendre puissant. Et voilà. Alors, les travaux de Crozier portent principalement sur l'analyse stratégique et l'analyse systémique, particulièrement le système bureaucratique, ce qu'on appelle aussi l'équilibre organisationnel. Donc, dans cette vidéo, on va effectivement présenter les 3 volets, les 3 parties. D'abord, l'analyse stratégique, ensuite l'analyse systémique et après le système bureaucratique et ses caractéristiques. Alors, on va commencer par l'analyse stratégique, qui est principalement centrée autour de l'acteur, son pouvoir et comment il exploite la zone d'incertitude. Alors, il faut savoir que le pouvoir est présenté, selon Michel Crozier, bien sûr, sous son caractère relationnel et interactif. Il nous dit: c'est la capacité à orienter la conduite de l'autre, à l'influencer et à le diriger. Analyser les relations de pouvoir, c'est reconnaître qu'il y a inégalité. Il y a des dominants, des dominés, mais jamais sans que l'un soit dépourvu de ressources face à l'autre. Le pouvoir d'une personne A sur une personne B et la capacité de A d'obtenir que B fasse quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans l'intervention de A. Le pouvoir de A sur B dépend de la prévisibilité du comportement de B sur A et de l'incertitude où B se trouve de comportement de A. Donc, le comportement de B est prévisible, toutefois, celui de A se trouve dans la zone de l'incertitude. Cette part de flou que l'acteur va quelque part utiliser, exploiter pour maintenir son pouvoir sur l'autre. Le pouvoir réside dans l'incertitude dans laquelle on laisse son environnement sur ses possibilités d'action et d'inaction et dans ses propres capacités à diminuer cette incertitude dans son environnement. En effet, le but de la manipulation de la zone d'incertitude, plus l'acteur réduit cette zone d'incertitude, plus il tient l'autre quelque part en laisse, donc plus son pouvoir est élevé. Son but est de se rendre imprévisible, tout en rendant le jeu des autres prévisible. Ce sont les clés de la compréhension de l'interaction. Le fondement du pouvoir, c'est la liberté et l'autonomie de l'homme au travail. Sans cette autonomie, le pouvoir ne serait pas possible. C'est comme des fenêtres, une fenêtre d'ouverture par laquelle on peut rentrer. L'homme n'est pas prisonnier dans un rôle social et peut faire preuve d'adaptation personnelle, où il va chercher à assouvir son intérêt personnel plutôt que l'intérêt de l'organisation. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes informels qui peuvent effectivement voir le jour et se former et s'allier. L'acteur calcule, mais dans le cadre d'une rationalité limitée. En effet, l'acteur ne dispose pas de toute l'information pour prendre des décisions rationnelles. Le choix rationnel s'exerce le plus souvent dans un schéma simplifié, limité et approximatif de la situation réelle. Donc, l'acteur va voir simplement ses intérêts personnels et les acteurs auxquels il va s'allier, avec lesquels il va s'allier, s'associer pour assouvir ses intérêts personnels, sans pour autant voir plus loin et prendre le recul nécessaire pour voir l'intérêt pour l'organisation. Il est tellement dans son jeu qu'il ne voit pas plus loin. Ce jeu est mouvant. Et alors oui, souvent l'acteur ne cherche pas l'optimisation, il va chercher la satisfaction. Le jeu devient mouvant par des comportements opportunistes. Il faut savoir que l'organisation est une construction collective, largement inconsciente. En ce sens, les individus ne cherchent pas
à réaliser des buts collectifs, sauf s'ils satisfont en partie leurs propres objectifs. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, l'analyse systémique. Le système d'action concret. Qu'est-ce que le système d'action concret? Il est défini comme un ensemble humain structuré qui coordonne les actions de ses participants par des mécanismes de jeu relativement stables et qui maintient sa structure par des mécanismes de régulation qui constituent d'autres jeux. Dans les systèmes bureaucratiques, ce qu'on appelle l'équilibre organisationnel, ces genres de systèmes sont connus par plusieurs caractéristiques. D'abord, la rigidité par la manipulation des règles pour contrôler les membres, développement de règles impersonnelles et privation d'initiatives personnelles, centralisation des décisions par la distanciation entre prise de décision et exécution, isolement de chaque catégorie hiérarchique, on va découper en multiples sous-groupes aux intérêts divergents, diviser pour mieux régner, c'est la règle, développement de la relation au pouvoir, c'est-à-dire créer une dépendance entre les catégories pour contraindre le partenaire et élargir l'incertitude autour de son action. Vous voyez, la centralisation excessive et l'immobilisme du centre décisif, des élites, font qu'on n'arrive pas à réformer, qu'on n'arrive pas à avancer. Voilà. Les groupes informels, finalement, dans la bureaucratie et dans l'administration française, créent sa complexité. Alors, la régulation au marchandage organisationnel se base sur la théorie sociologique de la régulation de Rino, 1989, qui va chercher à répondre à la question de la construction des règles par lesquelles un groupe social se structure et surtout devient capable d'action collective. Comment ces groupes finalement informels se créent et deviennent capables d'action collective où ils vont effectivement s'allier pour se créer une marge de liberté en dehors des contraintes de l'organisation formelle et servir leur propre intérêt en oubliant surtout l'intérêt de l'organisation. C'est ça qui est un peu problématique et décevant. Alors, il nous explique, Reynaud, donc l'articulation entre deux sources de régulation. Cette articulation conjointe constitue l'équilibre pour donner des régulations conjointes entre régulation de contrôle et régulation autonome, tout à l'intérieur d'un système de règles sociétales. La régulation de contrôle constitue les règles émises par la direction, les managers, et la régulation autonome vient des membres du groupe qui vont jouer avec les régulations de contrôle pour recréer un ensemble conforme à leur objectif et leur stratégie. C'est cet ensemble de régulations conjointes qui peut modifier les cultures dans les organisations. Et malheureusement, pas toujours dans le bon sens, parce que le plus souvent, c'est pour servir des intérêts communs. Sinon, c'est pour servir des intérêts personnels et non pas des intérêts de l'organisation. Des intérêts personnels qui sont communs, bien entendu, mais qui ne vont pas parfois servir l'intérêt de l'organisation. Donc, voilà. Par exemple, si on prend la bureaucratie française, eh bien, les groupes informels vont s'allier pour, donc ces élites entre députés, ministres, vont s'allier pour satisfaire leurs objectifs personnels, qui sont finalement des objectifs communs, mais sont forcément regardés des objectifs plus grands, les objectifs de défendre la souveraineté de la France et de la France. Donc voilà. Donc vraiment faire attention à ces groupes informels qui peuvent parfois être néfastes à l'organisation. Voilà.
Et donc, selon, alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas voir le sociogramme ou la grille d'analyse stratégique qui permet de comprendre donc le pouvoir de chaque acteur, son objectif, pour derrière, effectivement, déplacer le pouvoir et rétablir l'ordre, hein, pour réduire cet intérêt personnel ou commun au détriment de la réussite de l'organisation. Voilà. Alors, aucune décision autoritaire, de toute façon, ne peut y parvenir. La régulation a un objectif instrumental, entre avantages matériels, gagner du pouvoir, mais aussi non instrumental, c'est l'appartenance au groupe. Mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Crozier sur l'acteur et le système, en mettant l'accent sur l'analyse stratégique de l'acteur autour de son pouvoir et de sa zone d'incertitude, et l'analyse systématique qui traite du système d'action concret pour expliquer comment les groupes informels se développent pour servir leur intérêt dans le cadre d'une rationalité limitée. See you soon, mes chers abonnés, pour vous faire découvrir un nouvel auteur et enrichir vos connaissances scientifiques.